Parcours Stup, épisode 4, la première consultation spécialisée en addictologie de Hubris et Evan. Disclaimer. Dans ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Ce podcast est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, mais également du personnel de santé ou du grand public qui aimerait se sensibiliser sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui pourront vous apporter leur aide. On passe maintenant au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode témoignage de Parcours Stup. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hubris. Bonjour à tous. Voilà, cette fois-ci l'enregistreur a marché. Et de Evan. Bonjour. Voilà, bienvenue à vous deux. Alors, en guise d'introduction, je voudrais vous proposer à nouveau à chacun de vous présenter. Donc Hubris, tu as la parole. Oui, alors en fait, je suis usagère de drogue depuis plusieurs années. En fait, là, je le suis plus puisque je suis sous traitement de substitution. Et en fait, à cette occasion, justement, j'ai été sollicitée pour témoigner dans ce podcast et l'expérience m'a plu. Très bien, alors merci d'être de retour. Et puis, Evan, je vais te laisser te présenter. Oui, donc bonjour, je suis Evan, je suis médecin généraliste et addictologue, pas dans le game depuis très longtemps, et donc je travaille actuellement dans un service d'addictologie dans un hôpital en France. Très bien, merci. Alors, effectivement, Hubris, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble dans le premier épisode du podcast. Je suis content que tu sois de retour, ça veut dire que l'expérience n'était pas trop désagréable. Pour commencer cet épisode, j'aurais bien aimé justement qu'on revienne un petit peu sur ce premier épisode témoignage, donc l'épisode 2 du podcast. Déjà de dire qu'effectivement j'ai été content des nombreux retours que j'ai pu avoir. C'est vrai que si je m'attendais à interagir beaucoup avec des collègues soignants, j'ai aussi été étonné de voir que j'avais pas mal de followers qui étaient usagers, usagères et qui ont pu justement faire des retours suite à ce podcast. Donc ça, j'étais très content en tout cas des retours d'expérience de ce côté-là. Par contre, peut-être la partie que j'avais pas du tout anticipée, c'est ce que t'as eu toi à gérer Hubris. Je sais pas si tu veux en dire un mot. Oui, en fait, de mon côté, c'est quelque chose qui est un peu connu, souvent sur les réseaux sociaux, peut-être plus Instagram que Twitter, mais Twitter, ça arrive aussi. Dès qu'on se situe en tant que usagère usager ou usagère, en fait, on peut être sollicité par les dealers en message privé. Généralement, ils n'hésitent pas à essayer de refiler un peu leurs produits. Bon, même si en fait, dans mon cas, j'avais quand même dit que j'étais sous traitement de substitution depuis plus d'1 an, mais visiblement, ça a quand même sollicité des élans de vente. Mais bon, c'est un effet qui est connu. Enfin, c'est pas la première fois que ça m'arrive et ça n'a pas vraiment eu de prise sur moi, mais c'est vrai que c'est une vigilance qu'il faut peut-être avoir en tant qu'usager pour se protéger un peu éventuellement. Alors effectivement, moi c'était quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Il y a quand même un disclaimer au début de l'émission pour dire qu'effectivement l'idée c'est pas d'encourager à la consommation, mais c'est vrai que voilà, j'aurais pas pensé que tu sois une fois interpellé par DM et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que tu en as reçu énormément. Moi j'étais vraiment sur les fesses. Ce que je retiens énormément, plusieurs en fait, mais ouais. Après j'ai pas reçu 50
Heureusement, parce que Non mais sinon c'est ce ça. serait vraiment... Déjà plus que un, j'étais étonné quoi. Mais c'est vrai que du coup bah voilà, ce que je retiens c'est que pour les prochaines personnes qui participeront à l'émission, c'est vrai que bah déjà c'est vrai qu'on anticipe un peu ces épisodes, qu'on les prépare avant en DM, mais c'est vrai que pour les prochaines personnes qui interviendront dans l'émission, je ferai très attention de rappeler aussi que bah déjà ça peut être confrontant de venir témoigner, mais en plus après il y a quand même un service après-vente à assumer que je n'avais pas du tout anticipé. Donc bah en tout cas je suis content que pour toi ça se soit bien passé, mais voilà, à nouveau, on doit garder ça en tête malheureusement. Absolument. Alors, peut-être aussi de revenir à nouveau sur cet épisode, ce premier épisode témoignage. Enfin, c'est vrai qu'après, quand on a pu en rediscuter en DM, tu avais certaines frustrations ou certaines choses sur lesquelles tu aurais aimé pouvoir revenir. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus. Oui, absolument. En fait, enfin, je me disais surtout que j'aurais bien aimé, enfin, ne pas forcément tout focaliser sur le fait que j'étais sous traitement de substitution et donc donner vraiment l'éclairage que aux opiacés, puisque en fait, il existe d'autres substances. Sachant qu'en fait, après, Bateman avait évoqué le tabac, par exemple, et en fait, au moins, ça donnait, enfin, une vision aussi de d'autres addictions parce que le tabac, il y a certainement plus de personnes qui fument que de personnes qui prennent des opiacés et donc enfin faut pas que ce soit excluant en fait pour les gens en fait qui peuvent avoir besoin d'aide, je pense. Mhm. Donc voilà, enfin je me disais il faut essayer peut-être, mais après je sais que comme toi tu fais des podcasts sur les produits et tout ça, enfin ça peut être sans doute moins excluant à ce moment-là. C'est vrai que je dirais que l'avantage de parler des opioïdes, c'est vrai que c'est une substance qui est plutôt bien connue des soignants comme du grand public, et comme je disais aussi en DM, c'est vrai que je préfère avoir à gérer une dépendance à l'héroïne que à la cocaïne, parce que au moins avec l'héroïne on a des traitements à proposer, là où dans l'urgence pour des d'autres substances on est parfois un peu plus démuni. Puis c'est vrai que je dirais que héroïne et tabac, c'est vrai que c'est deux substances pour lesquelles généralement en tant que soignant on est assez à l'aise, parce que la prise en charge et le bilan sont assez stéréotypés. C'est vrai que l'idée c'était d'être le plus généraliste possible, mais effectivement comme tu dis dans le futur de ce podcast, j'espère qu'on pourra s'attarder un peu plus sur spécifiquement chacune de l'une et l'autre des substances. Oui. Alors, peut-être maintenant passer du côté de Evan. Donc, l'idée, ça aurait été aussi de comprendre un petit peu. Bah voilà, on a fait ce premier épisode où on discute de premier bilan chez le médecin généraliste, et si le médecin généraliste ou en tout cas le médecin traitant peut avoir toute une série de prestations qu'il peut mettre en œuvre déjà dès le premier rendez-vous, comme le disait Bateman, c'est souvent plus confortable de prendre le temps du bilan dans un environnement spécialisé, qui après va soit assurer le suivi au long cours, soit repasser la main assez rapidement au médecin de famille, au médecin traitant. Peut-être, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que c'est très variable à nouveau en fonction des différents pays européens, mais un peu comment ça marche, le milieu spécialisé en addictologie, donc comment ça s'organise, consultation, hôpital, enfin, est-ce que tu arrives à nous en dire un peu plus, Evan? Alors, ouais, il va falloir qu'on prenne un tableau en liège avec des petites épingles Oui. et des petits fils, parce que la dictologie, alors, c'est vrai que j'ai pas notion de comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, ça a été une série de, à chaque fois, on est venu accrocher un nouveau truc quand on s'est rendu compte que, mince, il existe d'autres addictions. Et ça s'est construit par add-ons successifs, et je trouve que c'est peu lisible, même quand on a l'habitude, mais je vais essayer je vais essayer d'en expliquer les grandes lignes. Euh, Bah, peut-être avant le milieu hospitalier qui est peut-être le plus simple et finalement pas celui où j'ai l'impression les personnes concernées se dirigent le plus de par la plus faible disponibilité sur le territoire et en temps soignant. Euh, j'ai l'impression que les deux plus gros types de structures qui vont faire de la dictologie, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, ça va être les XAPA, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention à la dictologie, qui sont après finalement les CARUD, après, enfin, pas fort, pardon, c'est maladroit, qui n'ont pas les mêmes missions, mais les CARUD vont intervenir entre guillemets plus tôt dans la mesure où c'est dans leur mission initiale quand le désir d'arrêter ou de stopper un usage n'est pas encore forcément prononcé, mais qu'une demande
d'aide est déjà en place. Donc CARUD, ça va être centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Donc plutôt axé sur la réduction des risques. D'accord. Si je ne Alors m'abuse. effectivement, ouais, j'allais dire, quand je m'intéresse un peu à la France, enfin c'est vrai que moi j'avais notion qu'il y avait les XAPA, mais je m'aperçois qu'il y a énormément d'acronymes pour représenter ces différents centres de soins. Ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, il y a XAPA, CARUD. C'est un milieu, on va dire soignant en CARUD, ou ça va plutôt être un milieu Euh, éduc, réduction des risques, donc ou c'est le même genre de staff qu'on va retrouver dans ces endroits. alors finalement, je connais de par les contacts que j'ai, des collègues que j'ai pu rencontrer, je connais plus l'Exapa, mais autour de là où je travaille, les carudes sont souvent accolés à d'Exapa, donc les équipes, j'ai l'impression qu'elles sont similaires. Il y a bien évidemment, il y a en effet une équipe soignante, donc essentiellement composée d'infirmiers, d'infirmières et de médecins de plusieurs spécialités. Il y a souvent dans le volet soignant de la psychologie qui est proposée, des consultations de psychologues, mais pas que. Mais pas que, en effet, il y a des accompagnements sociaux qui sont proposés avec des éducateurs spécialisés, des éducateurs tout court, et puis des assistants de services sociaux et des assistantes de services sociaux. Donc les équipes sont pluridisciplinaires et vraiment le but est d'avoir un accompagnement qui ne soit pas que médical, puisque finalement les conséquences des usages ne sont jamais que médicales finalement, et je crois que c'est toi qui l'avais tweeté, Yoshi, des études qui sortent régulièrement qui montrent que quand on a moins de ressources sociales, on a une santé moins bonne, et qui l'eût cru. Donc c'est important d'avoir également l'accompagnement social. Donc l'Exapa, les Carudes proposent les deux. Donc les Carudes plutôt sur de la réduction des risques, et l'Exapa plutôt sur du soin, de la consultation, pour aller dans ce qu'on pourrait entendre un peu plus loin, bien que la réduction des risques soit déjà des soins très importants en soi, et un but final également. Mais voilà, peut-être qu'ils interviennent à deux moments différents, même si finalement les Carudes font du soin un peu plus poussé régulièrement, et l'Exapa font également de la réduction des risques. Oui, alors je me demandais aussi, par exemple, pour une personne qui est usagère, est-ce qu'elle peut se présenter spontanément dans ces deux espaces, ou plutôt le CARUD, comme c'est de la réduction des risques, on peut y aller ponctuellement autour de périodes de consommation, et puis le XAPA, ça va plutôt être pour effectivement ce qu'on imagine, hein, une visite médico-infirmière. Euh, Alors, je pense que quand les structures sont bien montées, il doit être possible de se présenter spontanément dans l'une ou l'autre indépendamment, qu'on sera reçu et aiguillé, eh bien, soit vers les professionnels de la structure si c'est adapté, soit si ça ne l'est pas, redirigé vers l'autre. Euh, les CARUD organisent également des choses qui peuvent ressembler à des suivis, justement puisque ça, une fois, suffit rarement à tout démêler. Parce qu'il y a des programmes d'échange de matériel, avec le matériel usagé qui est repris et du matériel neuf qui peut être distribué. Je sais que certains caruds font également de la distribution alimentaire, par exemple. Donc on pourra avoir des choses ponctuelles et du suivi dans les deux, je pense. Même si le dimensionnement donne l'impression que le XAPA aura une mission plus dans le suivi que le CARUD, qui en effet peut sembler plus ponctuel. D'accord. Et puis alors, du coup, voilà, ça c'est le Pardon, côté... si je peux. Oui, alors ouais, Si je peux j'allais me justement proposer aussi à Hubris d'avoir... Enfin, là, on a le côté très théorique, et puis moi, je m'intéressais aussi, du coup, maintenant, voilà le tissu de santé En publique fait, qu'on offre. Ouais. c'est juste pour ajouter une info, c'est que par rapport à l'action du CARUD, je sais qu'il existe aussi une association qui s'appelle SAFE et qui fait de la mise à disposition de matériel, mais par correspondance en fait, pour les Ah gens qui oui. vivent dans des endroits un peu isolés et qui leur permet en fait de pouvoir ne pas utiliser de matériel déjà utilisé et ainsi faire un peu de RDR, quoi. Ouais, alors ça a été, je trouve, la grande invention avec le confinement, qui a été comment est-ce qu'on met à disposition rapidement des moyens de réduction des risques. Et puis après, alors pour mon expérience locale, mais c'est vrai que euh, partout en Europe, hein, quand on est à la campagne et qu'on est usager, c'est compliqué d'avoir accès déjà à des soins, puis encore plus à du matériel de réduction des risques. Et c'est vrai que là, avec l'isolement, le confinement, on a mis à disposition dans les villes, et très vite le réseau s'est organisé pour faire du portage à domicile de matériel et de traitement.
ce qui fait aussi qui a pu générer certaines frustrations d'endroits plus isolés qui ont énormément bénéficié de la mise en place de ce genre de prestations, mais qui étaient plutôt à dire mais en fait on aurait pu faire ça depuis longtemps et puis il a fallu attendre une pandémie pour qu'on se décide à faire quelque chose qui semblait tout à fait naturel, quoi. Mais effectivement, je pense, c'est des initiatives qui sont très importantes, et puis j'espère que ça va perdurer un petit peu partout en Europe. Complètement Oui. d'accord. Alors, du coup, voilà, comme je disais, donc c'est vrai que voilà, Evan a pu offrir un recul un peu théorique sur ce qui est à disposition, mais j'aurais été intéressé d'avoir justement ton retour, Ubri, sur la transition entre ta médecin traitante, on l'avait entendu la dernière fois, qui avait une place très très importante dans tout le travail motivationnel pour pouvoir faire évoluer ta vision de la maladie, puis ce que tu souhaitais comme prise en charge. À quel moment ça s'est fait la jonction entre le suivi habituel et le milieu spécialisé de la dictologie pour toi? En fait, ça s'est fait à peu près au même moment que le moment où j'en ai parlé à mon médecin, en fait. Parce qu'en fait, tout s'est fait, enfin, en tout cas, à mon dernier médecin, parce que finalement, j'avais déjà vu d'autres médecins, on l'a évoqué, enfin, j'avais été plutôt confrontée à des médecins qui étaient plutôt en opposition claire sur tout ce qui était usage de drogue. Du coup, en fait, ça m'avait vraiment euh, plutôt encouragée à ne pas être suivie. Et en fait, c'est finalement ma médecin généraliste actuelle qui, elle, a pu me permettre de vraiment prendre en charge la question. Et en fait, disons qu'en fait, elle préférait en fait que quand même le bilan et tout ça soit mené en XAPA ou par, en tout cas, une unité d'addicto. Et donc, en fait, elle m'avait orienté, enfin, elle m'avait fait un courrier, en fait, pour que je m'adresse à un XAPA. Elle avait téléphoné à plusieurs XAPA pour moi, pour en trouver un qui pouvait me prendre en charge. Et donc, j'y suis passée le jour convenu, quoi. Enfin, alors après, en fait, c'est un peu compliqué parce que ce XAPA, ça avait pas bien du tout fonctionné pour moi. C'est une question de personne, hein. Enfin, c'était pas la façon de fonctionner dès que ça passe, c'est juste une incompatibilité. Donc après, il y a eu à nouveau une petite errance, et puis en fait, c'est cette fois, c'est ma psychologue qui m'a réorienté vers un autre service, et cette fois, ça s'est très bien passé. Oui, alors ce qu'on disait, c'est que c'est pas parce qu'on arrive en milieu addictologique qu'on n'est pas forcément avec des personnes de confiance. Tu disais que t'as fait autant de mauvaises expériences en milieu spécialisé qu'en milieu généraliste. Alors autant peut-être un peu moins parce qu'en fait, finalement, j'ai quand même moins de recul. Enfin, j'ai été longtemps hors du scope médical là-dessus, donc finalement, j'ai peut-être vu moins d'addictos dans toute ma vie que j'ai vu de médecins généralistes finalement. Mais mais en fait, en tout cas, des médecins généralistes à qui j'ai parlé d'usage de drogue, ça doit se valoir. J'en parlais pas très souvent non plus. Donc en fait, effectivement, en tout cas, on peut se retrouver dans une structure spécialisée et se confronter en fait à des personnes qui vont nous déplaire en fait, quoi. Enfin, qui peuvent être un peu fermées, quoi. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Je sais que ma psychologue, les premières fois où on a parlé des drogues, en fait, m'a dit qu'en fait, euh, elle, enfin, elle travaille, elle est spécialisée en addicto, et en fait, elle me disait que il y avait quand même un esprit de bienveillance, donc je pense qu'elle se référait à son service, mais c'était vraiment le cas en fait. Pour le coup, pour l'avoir constaté, c'était le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que ma première expérience en XAPA était pas tout à fait aussi bienveillante, quoi. C'est quel genre justement, de mauvaises expériences que t'as pu faire, si c'est ok pour toi d'en parler? Ouais, bien sûr. En fait, c'est disons qu'en fait au départ j'étais suivie par un médecin et ça se passait pas très bien, mais ça allait. Et en fait, ce médecin est parti parce qu'en fait elle devait réintégrer une structure où elle était initialement. Elle était là temporairement en fait, et donc on m'a réattribué à un autre médecin. Et en fait, quand je suis venue faire mon renouvellement, par exemple, ce médecin-là était pas disponible, donc on m'a affecté au chef de service. Et
il s'est montré en fait très sec. Bizarrement, en fait, c'est quand même pas courant pour un milieu spécialisé, mais à chaque fois que j'évoquais une consommation de drogue, il y avait un jugement. Enfin, il a voulu retracer tout mon parcours en fait. Donc, quand on a parlé de mes premières prises de drogue, j'ai même eu, oui, mais enfin, faut être malade pour prendre ça à cet âge-là. Enfin, c'est quand même, enfin, c'est quand même L'audace. quelque chose de, c'est classique en fait. J'ai envie de dire, plein de gens vont dire, ah bah j'ai essayé dans mes jeunes années parce que j'ai pris ça avec des amis. Euh, et en fait, j'ai rien dit de plus que ça en fait. Et c'était pas forcément en plus. Je crois qu'on n'avait pas encore évoqué l'héroïne. C'était, je sais plus, ça devait être peut-être. Euh, je me souviens plus ce que je lui avais mentionné, mais en fait, j'avais trouvé sa réaction disproportionnée. Enfin, compte tenu de l'endroit où on était, je me disais que je devais pas être la personne la plus, enfin, ayant, enfin, des propos les plus disruptifs ou donc j'ai pas, je trouvais que ça nous plaçait pas très bien. Et en fait, euh, tout l'échange a été comme ça en fait, teinté de jugement. À chaque fois en fait que j'ai voulu, je sais pas en fait, il y avait des choses que je voulais pas évoquer, tout ça en fait, il l'a pris comme un rejet total. Et à la fin, il m'a même parce que en fait, le fait est que ce jour-là, je travaillais et qu'en fait, il me faisait perdre mon temps parce que je sais pas ce qui s'était passé, mais mon dossier, il l'avait perdu. Hmm. Et donc, il avait entrepris de retracer tout mon parcours D'accord, ce ouais. matin-là. Et en fait, ça faisait déjà, j'avais attendu plusieurs heures, enfin 1 heure et demie avant de le voir. Et après, en fait, moi, je venais juste pour renouveler mon ordonnance, en fait. Oui, Et du c'était coup, pas en le fait, moment. c'est ça, je me retrouvais à raconter ma vie. Et en plus, il était hyper cassant. Et moi, je voyais que j'allais être vraiment en retard au travail, quoi. Enfin, et en plus, bon, j'ai un travail où j'ai pas d'heures particulières parce que j'étais au forfait. Enfin, c'est un poste de direction, donc c'est quand même une certaine pression. Et en fait, ben, je me sentais vraiment un peu accablée en fait, quoi, parce que euh, disons que l'exercice était désagréable et en plus, moi j'avais cette pression du travail. Il avait l'air de vouloir retracer toute ma vie alors que je voulais que mon ordonnance. Et en fait, enfin, je sais pas, il essayait de coller sa vue absolument aux choses. À l'époque, j'avais pas d'antidépresseur. Il voulait absolument que j'en prenne, donc il m'a dit que j'étais en refus de soins, que c'était inadmissible et tout ça. Ouais, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Peut-être tu es en consultation et tu es venu volontairement, ça ressemble pas trop à un refus de soins, ça. C'est clair. C'est ça. Et en fait, ça s'est fini. J'ai fini par lui dire franchement, écoutez, moi je suis venue pour refaire mon ordonnance parce que voilà, on m'a dit de venir à telle date pour le faire. Je devais voir tel médecin, il est pas là. Et là, moi, je dois aller au travail, donc j'ai pas le temps de vous raconter toute ma vie. Je lui ai dit, pour le reste, on verra une autre fois, mais là, il me faut l'ordonnance et voilà quoi. Et en fait, ça s'est tellement mal fini d'ailleurs que il m'a prescrit à l'époque c'était du Subutex. Et en fait, il me l'a prescrit pour 1 semaine au début. Je lui ai menti en lui disant que j'allais être occupée, que je pourrais pas revenir dans 1 semaine parce que je voulais pas le revoir tout de suite. Et en fait, quand je suis partie, j'avais pris le Subutex et je me suis dit que je reviendrais jamais, ce qui a été le cas. Donc, en fait, c'était vraiment, enfin, c'est le type d'expérience qui peut donner envie enfin, d'interrompre un suivi. Donc, c'est vraiment dommage, en fait, quoi. Euh, Oui, je me Après, dis, bon, ouais. C'est assez ça s'est terrible bien. d'arriver en milieu spécialisé comme ça. Enfin, je me dis, en début de prise en charge addicto, je me dis, les gens arrivent souvent avec l'impression, enfin, d'être en étant dans l'entonnoir, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire, il y a plus, enfin, c'est de pire en pire, la situation sociale se péjore, etc. Puis en fait, on arrive dans le milieu spécialisé qui est censé être l'endroit où on va enfin pouvoir accéder aux prestations dont on a besoin, puis on se fait mal accueillir. Enfin, j'imagine que certaines personnes doivent se sentir tellement piégées et puis seules en fait. Enfin, ça doit. Ben, Je trouve ça assez moi, terrible. j'étais au pied du mur, quoi. Enfin, quand j'y suis allée, enfin, effectivement, ma consommation dérivait complètement. Je voyais bien que ça ne tiendrait pas avec mon travail. Enfin, euh, du coup, en fait, il m'avait fallu déjà un peu de temps pour accepter le fait de devoir
suivre cette prise en charge et tout ça. Et en fait, et c'est vrai que ça marche pas toujours enfin, pour moi, je me disais que euh, j'étais pas tout à fait au clair avec l'idée d'avoir un suivi là-dessus. Enfin, et puis en plus, enfin, avec le recul, c'est vrai que le Subutex fonctionnait pas pour moi. Donc, pour le coup, j'avais toujours un sentiment de manque en fait. J'étais toujours sous-dosée, on n'arrêtait pas de l'augmenter. Et en fait, du coup, en fait, son attitude m'aidait vraiment pas en fait, quoi. Enfin, Oui, c'est vrai qu'après on ça a pourrait aussi été rentrer dans bloquant. la... Ouais, alors j'entends un mauvais endroit, puis c'est vrai que le Subutex, alors moi je suis toujours fasciné en Europe, mais de voir cet îlot français avec vraiment... on commence d'abord par le Subutex et après on réfléchira au reste, alors que finalement au niveau international, l'autre pays qui pousse à la prescription de Subutex, c'est la Russie, quoi. Donc je me dis, bon, c'est vrai que voilà, vu les soins addictologiques en Russie, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de très idéologique dans cette prescription de Subutex. Puis comme tu dis, finalement, ça, il y a beaucoup de gens pour qui j'ai l'impression que ça convient pas en première intention, quoi. En fait, c'est vrai que j'ai parlé avec d'autres personnes. Peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que le Subutex, ça convient, mais pour souvent, on fait beaucoup d'écart avec. Moi, j'ai eu beaucoup de rechutes avec le Subutex et j'en ai pas avec la méthadone. Donc, bon, après, ça veut pas dire que j'en aurai pas de toute ma vie, mais en tout cas, je suis plus stable sous méthadone que sous Subutex. Bon, je Et en pense plus, après, ouais. On peut pas comparer ça après change des vraiment, pommes et quoi. des poires. Mm. Enfin, je veux dire, enfin, je pense que le Subutex, il a, enfin, et puis peut-être qu'on devrait dire déjà buprenorphine dans cette émission. Mais c'est vrai que, Oui. euh, enfin voilà, je pense que ça convient à un certain type de population pour un problème donné. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a déjà peu de traitements à offrir aux gens en addicto. Si en plus on ne fonctionne que avec un seul d'entre eux. Enfin, voilà, moi c'est vrai que des fois je suis un peu choqué de voir que pour certains patients finalement il y a un traitement puis on réfléchit pas forcément au reste du petit arsenal de la dictologie dans les alternatives. Enfin bref, mais ça c'est un autre débat. En Euh, fait, le fait est que j'ai passé 3-4 mois dans ce XAPA à être mal sous Subutex. Enfin, j'ai eu Suboxone et Subutex et j'étais mal et ça allait de pire en pire. Et qu'en fait, mon deuxième addicto a pas passé autant de temps à méditer sur la question. En fait, quand il a vu que ça marchait pas, on est passé à la méthadone et ça a été beaucoup mieux. Enfin, il y a un côté où ça marche pas, faut faire autre chose en fait, quoi. C'est pas la peine d'insister. Enfin, si ça marche pas, ça va pas s'arranger à un moment par magie en fait, quoi. Enfin, mhm. donc ça peut être vexant au bout d'un moment en fait même. Après, l'autre partie, du coup, c'est, enfin voilà, en arrivant en milieu spécialisé, il y a toute une partie justement de bilan spécialisé, puis de réflexion à justement bah, cette prise en charge particulière. Peut-être, Evan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui est important pour toi lors d'un premier entretien, dans quel état d'esprit arrivent la plupart des gens, et puis qu'est-ce que tu mets en œuvre, enfin, quelles sont tes priorités lors d'un premier entretien spécialisé? Alors c'est assez pas dense, mais il y a beaucoup de choses en général. Euh, donc pour rappeler, moi c'est vrai que je suis dans un milieu un peu différent de tous ceux dont on vient de parler, puisque je travaille ni en XAPA ni en CARUT, je travaille dans un hôpital qui est un centre d'addicto. En plus, il y a une autre particularité pour moi, c'est que je travaille dans un centre attaché à un hôpital relativement gros. Et une partie du coup des personnes qui arrivent jusque à l'équipe dans laquelle je suis viennent un petit peu. Alors il y a des personnes qui viennent aussi spontanément et qui entrent dans les soins comme elles entreraient dans des soins que ça pas. Mais une partie non négligeable vient aussi pour le côté pas référence, mais allons vers le gros centre parce qu'on a eu du mal à gérer ci ou ça dans les plus petits. D'accord. Donc il y a cette particularité en plus, alors qui n'est pas la majorité des personnes que je rencontre néanmoins. Pour ce qui est des choses auxquelles je m'attache, des choses que je trouve importantes et que j'explore au cours d'une première rencontre, finalement elles vont être très similaires à ce qu'a dit Bateman autour de la première rencontre en médecine générale. Finalement, même si on est spécialiste, entre guillemets, on n'invente pas l'eau chaude non plus. On révolutionne pas la médecine non plus. Alors, ma façon de conduire le premier entretien, et ça me permettra peut-être de pas oublier dans ce que je fais, en général, je commence par explorer le champ du produit, euh,
que la personne me décrit comme étant le motif de venue. Parce que c'est la réponse que cette personne cherche, parce que c'est la principale problématique. Donc je commence par me concentrer dessus, sur les choses très terre à terre. Quand est-ce que ça a commencé? Il y en a combien? C'est pris comment? Est-ce qu'il y a déjà eu des périodes sans? Est-ce qu'il y a déjà eu des soins qui ont été faits? Pour justement savoir si ça a marché ou non. Des soins qui ont déjà marché, je sais que je pourrais creuser à nouveau dans cette direction. Des soins qui n'ont pas marché, c'est peut-être pas la peine de réitérer l'expérience. Moyennant est-ce qu'ils ont été bien conduits, ce genre de choses. Ensuite, je me pose la question de quel est l'objectif finalement de la personne qui est en face de moi. Est-ce que cette personne veut arrêter? Est-ce que cette personne veut réduire? Est-ce que cette personne ne sait pas et s'est finalement dit il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Euh, et puis, et puis à quelle échéance? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'on prend le temps de construire quelque chose de plus carré parfois? Et puis, euh, à nouveau, malheureusement, l'exemple des opioïdes, mais c'est parce que c'est celui pour lequel c'est plus parlant. Mais est-ce que le but est vraiment de tout arrêter ou est-ce qu'une substitution est envisageable? C'est souvent ce qui me prend au moins un bon tiers de l'entretien, puisque j'aime bien savoir exactement tout ce qui a déjà été fait, les tenants et les aboutissants. Dans ce que j'ai pas expliqué, pardon, il y a, je cherche les conséquences négatives ou positives du produit. Qu'est-ce que le produit apporte de bon? Qu'est-ce que le produit apporte de mal? Qu'est-ce qui a fait se dire à cette personne que là, elle souhaitait arrêter malgré toutes les complexités qu'elle imagine déjà, toutes celles qu'elle n'imagine peut-être pas encore. Se dire qu'on va arrêter un produit en ayant en tête à quel point ça va être difficile, j'ai souvent l'impression que c'est sous-tendu par quelque chose et je me pose cette question et je la pose. Donc voilà, un point complet sur le produit qui amène la personne. Ensuite, je questionne sur les autres produits, puisque on est lancé dans les produits, donc je continue en général dans cette voie. Est-ce qu'il y en a d'autres et est-ce qu'il y a une demande de soins vis-à-vis des autres entre oui, peut-être et non, pour envisager ce qu'on peut faire. Et vraiment, souvent, je dis la phrase que c'est de façon candide et simplement pour savoir si on en parle ou si on arrête le tir ici pour pas vous gaver avec ces questions-là. Un état des lieux beaucoup plus rapide sur les autres produits. Et puis dans ma façon de conduire l'entretien. Ensuite, en général, je me tourne sur le volet où je note un social sur ma feuille. Donc, est-ce que la personne est seule? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un emploi? Une formation pas scolaire, mais une formation initiale? Euh, le statut, voilà, social. Est-ce qu'il y a des difficultés financières? Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Est-ce que vous êtes plutôt seul? Voilà. Est-ce qu'il y a des aides, une tutelle, une curatelle, ce genre de choses? Ce qui en général, vu que c'est un point sur lequel moi peut-être je suis moins formé, c'est souvent plus court au cours de mon entretien, ces éléments-là, puisque j'arrive vite au bout de ma propre expertise sur ce sujet. Notamment parce que il y a l'assistante de service social qui est avec nous dans le service, est très compétente, donc je me remets très souvent et très rapidement à elle. Tu n'es pas le seul, hein, si jamais. Ensuite, je vais explorer ce que médicalement on appelle l'athymie, donc ce qui va être le moral. Très souvent, la quasi-intégralité des personnes qui arrivent vers moi ou qui viennent vers moi, pardon, ont un moral qui est très très bas avec des symptômes que l'on pourrait intégrer dans ce que la médecine appelle un syndrome dépressif, même s'il faut enlever les produits pour en être certain, mais il y a souvent ce genre de symptômes qui est présent et qui vont faire partie de la problématique, puisque le produit est pas tout le temps, je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas c'est pas rare que le produit soit la seule façon de remonter ce moral, donc il va falloir qu'on explore les moyens de le remonter autrement que par le produit si on enlève le produit. Avec ce que j'en sais, j'essaie de faire une exploration assez rapide d'autres éventuelles autres problématiques psychiatriques, s'il y en a, puisqu'elles seront à prendre en compte. Et ensuite, j'aborde la question des autres problématiques médicales en les axant plutôt sur le versant physique, soit qui ont été, soit qui pourraient être présentes actuellement. Et en général, c'est là que, contrairement à ce podcast, je prends un peu plus la parole dans l'entretien, jusque-là, j'écoutais beaucoup. Et ensuite, au vu de tout ce qu'on s'est raconté, j'essaye, moi, d'assembler tout ça dans le puzzle du maillage de soins possibles dans le territoire dans lequel je travaille. Et je fais des propositions et on essaie de travailler ensemble sur celles qui,
En général, j'apporte, je dis texto, bah moi, médicalement, ce que je pense être préférable, c'est celle-ci. Maintenant, c'est vous qui avez la décision et vous me dites dans quelle direction on se dirige. D'accord. Et Alors, ouais. voilà, en général, ça prend une bonne heure. Oui, c'est ça. Et C'est assez dense généralement les premiers entretiens de bilan ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais. ça prend une bonne heure et on fait rarement le tour en une heure. Le but est d'avoir une première idée, que on se connaisse, que la personne me connaisse, que moi je la connaisse un peu mieux. Et puis ensuite, on se lance dans D'accord. la direction qu'elle préfère. Par rapport à tout ça, Hubris, enfin justement, je suis assez dans la mouvance de Evan à dire, bah voilà, je pense qu'on arrive généralement dans les consultations spécialisées, on est en bout de course, il y a déjà pas mal de choses qui ont été tentées, faut pas réinventer la roue. Je pense qu'il y a souvent toute une expertise euh, qui arrive chez nous à la première consultation par la personne concernée, éventuellement tout l'entourage à côté. Enfin, généralement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est utile pour toi à ce moment-là, enfin lors du premier contact en milieu spécialisé, enfin par rapport à tout ce que a pu aborder Evan, enfin c'est quoi les choses bien et les choses moins bien du point de vue des concernés? En fait, effectivement, je trouve que c'est plutôt bien de faire le bilan sur, enfin, un bilan vraiment complet sur la situation de la personne, parce que moi, c'était pas mon cas, mais ça peut être aussi des problèmes vraiment multi, enfin, plutôt plusieurs problèmes imbriqués, parce que la personne peut ne pas avoir de logement, peut ne pas avoir de travail, peut, enfin, et c'est tout un enchaînement, parce que effectivement, enfin, on n'a pas de travail, du coup, ça peut impliquer de voler pour vivre, tout ça. Enfin, donc ça va entraîner d'autres soucis par la suite, quoi. Donc, je pense que il y a vraiment, enfin, c'est un peu toute la complexité par rapport à d'autres pathologies, j'imagine, parce que il y a vraiment énormément de points à vérifier et à régler pour pouvoir initier un suivi un peu correct, quoi. Parce que en fait, tant que la personne sera dans un certain niveau de précarité, ça peut continuer de favoriser le recours aux produits, ne serait-ce que pour supporter cette précarité, en fait, quoi. Moi, je sais que j'avais mon travail, tout ça, mais n'empêche que j'étais très déprimée et que, en fait, je me servais quand même de l'héroïne comme d'un antidépresseur. Et en fait, enfin, ça, c'est un peu, c'est trompeur, parce que ça marche super bien, mais en fait, ça entraîne d'autres complications, quoi. Euh, du coup, en fait, oui, je pense que, enfin, c'est des questions qu'il faut poser pour pouvoir cerner, en fait, où est-ce qu'on en est, en fait, parce que bah, c'est pas forcément évident de savoir où en est la personne. Et moi, il y avait plein de choses dont j'avais pas besoin. Effectivement, j'ai pas vu d'assistante sociale. Enfin, mais c'est bien de savoir que ça existe aussi. Enfin, parce que ça pourrait être le cas, en fait. Enfin, je sais que beaucoup de personnes au XAPA, par exemple, avaient besoin de consulter l'assistante sociale, avaient besoin euh, de monter des dossiers pour trouver un logement, pour différentes choses, quoi. Enfin, donc à la limite, c'était presque plus singulier mon cas, où j'avais un travail depuis longtemps. Enfin, euh, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses à, même l'alimentation. Quand tout à l'heure Evan a évoqué la distribution alimentaire en Carude, c'est souvent un problème, en fait, parce que les personnes qui font usage de drogue, enfin, moi je sais que quand ma consommation est très soutenue, l'alimentation devient secondaire. Enfin, c'est certain que j'y pense même pas, en fait. Enfin, euh, donc euh, donc oui, il y a plein de choses à prendre en compte, en fait, quoi. Mhm. Donc, Puis les maladies, enfin, éventuellement, qu'on peut avoir contractées au détour d'une consommation. Moi, pendant un petit moment, on a fait des contrôles HIV, hépatite, machin, tout ça. Enfin, euh, bon, il y avait rien, mais tant mieux. Enfin, mais euh, le fait est que, voilà, enfin, euh, j'ai essayé de faire attention, mais après, en fait, il y a toujours des moments où
je sais pas, la tension diminue en fait, quoi. Mais voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles faire un bilan en fait. Oui, donc ce que j'entends, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un point de vue global, c'est rassurant pour la personne concernée, puis ça permet effectivement d'ouvrir dans les bonnes directions, puis après de savoir aussi, euh, peut-être de prendre conscience aussi que dans la problématique des drogues, il y a tout le à côté dont on n'est pas forcément conscient en tant que personne concernée aussi des fois. C'est ça. Et puis après, il y a toute la partie même euh, éducation. J'ai envie de dire, moi, il y avait plein de choses que j'ignorais complètement, qui en fait, j'ignorais par exemple que le fait d'arrêter et de reprendre, si on faisait, enfin si on maintenait sa consommation au même niveau lors de la reprise, on était en risque de d'overdose, quoi. Enfin, alors que c'était typiquement mon mode de consommation. Je pouvais consommer pendant un petit moment, puis arrêter. Bon, pas très longtemps non plus, parce que sinon j'aurais eu des sevrages assez importants. Mais en fait, le fait est que après je pouvais reprendre et tout ça, et j'avais l'impression que, au contraire, ça me protégeait un peu, alors qu'en fait c'était complètement l'inverse. Mais c'est j'allais dire des astuces, mais plutôt c'est des principes de RDR qu'on m'a appris en allant là-bas. C'est pas forcément pour inciter les gens à continuer de prendre, mais c'est plutôt pour rester en vie en fait. Donc c'est vraiment autant de choses qui sont importantes à savoir, et c'est vrai qu'en fait c'est vraiment tout l'intérêt d'aller dans une structure spécialisée en fait, quoi. Enfin, moi je sais que même mon médecin en fait me disait qu'il y avait, enfin ma généraliste, elle me disait que justement, elle préférait que je sois suivie en milieu spécialisé pour ça, parce que elle peut prendre le relais, par exemple, si mon addicto est en vacances pour faire l'ordonnance, tout ça. Après, il y a des choses qu'elle a appris et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour certains principes de réduction des risques et tout ça, elle préférait que je sois suivie quand même de façon plus appuyée, parce que c'est ma psychologue, par exemple, qui m'avait appris avant même que je sois en XAPA et tout ça, que le fait de faire des pauses et puis en fait finalement de reprendre et tout ça pouvait être dangereux, quoi. Je l'ignorais complètement. Enfin, il y a vraiment toute une partie éducation qui est importante finalement, parce que parce que en fait ça peut permettre de pas trop se mettre en danger, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Enfin, on a tous le euh, droit de vouloir rester en vie, hein, accessoirement. ça, ouais, voilà. Enfin, puis bon, en fait, c'est pas forcément très contraignant. Il y a des principes qui permettent d'éviter, par exemple, de contracter des maladies, tout ça. Enfin, ne pas échanger sa paille, tout ça. Enfin, et ne pas échanger ses seringues. Enfin, et c'est vrai que si on n'est pas vraiment sensibilisé à ça, je pense que ça pourrait être problématique. Bon, les seringues, en fait, j'ai jamais eu. Enfin, c'est plutôt un truc qu'on entend. Disons que je le savais déjà avant d'aller en XAPA, quoi. Les pailles aussi, mais en fait, c'est vrai qu'après j'ai quand même appris d'autres trucs en XAPA et tout ça, et c'est important, quoi. Enfin, et c'est vrai que ça peut toucher plein d'aspects de la vie, en fait. Euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, quoi. Moi, ce que j'entendais aussi, finalement, au travers de tout ça, c'est que nous, en tant que soignants, on n'a pas forcément... En tout cas, que c'est plutôt utile d'aller explorer un peu tous les champs, de laisser la possibilité aux gens de nous dire non, mais ça, c'est ma vie privée, j'ai pas envie d'en parler. Mais ce que j'entends, c'est que on a le droit d'aborder un petit peu ces questions, en tout cas de au moins poser la question, puis après de respecter le refus. Enfin, c'est vrai qu'en préparant cet épisode, une des questions qu'on a abordées dans notre DM, c'était aussi finalement quelque chose dont on parle souvent au premier entretien. Souvent, quand les gens arrivent, enfin, moi j'ai l'impression quand même que la motivation première, c'est ce moment où les gens ont déjà pris conscience qu'au niveau médical, pour sa santé, il y a un problème avec le produit, mais c'est souvent le moment où on se retrouve dans une impasse financière ou sociale, que il y a une demande de consultation qui émane.
Donc pour moi, c'est important aussi d'évaluer ça, mais après en même temps, c'est vrai que aller parler des finances, c'est quelque chose pour lesquels, en tout cas personnellement, moi je suis jamais à l'aise. Alors en plus, si c'est quelqu'un qui est pas du domaine finalement financier, pourquoi j'irais en parler avec? Et pourtant, c'est vrai que moi-même, en tant que soignant, souvent les gens arrivent avec des dettes et très vite avec les dettes, arrive la question de comment on finance les consommations, comment on espère rembourser ses dettes, et puis voilà, ça c'est quelque chose que j'aborde assez souvent au premier entretien, et puis en même temps pour lequel on n'est pas forcément à l'aise, parce que ça amène aussi avec finalement très vite, on se retrouve avec la possibilité qu'il y ait des activités illégales, comme tu disais un peu plus tôt Hubris, devoir voler pour pouvoir s'alimenter, ces choses-là. Moi, je me demandais, voilà, quand on s'interroge sur ces questions-là lors d'un premier entretien, comment est-ce que tu l'as vécu et comment tu l'as vécu, Hubris? Alors moi en fait comme j'avais un travail, ça s'est pas trop posé parce que du coup j'étais directrice d'un service donc disons qu'on savait que j'avais un revenu. Par contre on m'a demandé si j'avais des dettes. En fait si ma situation, on m'a pas demandé si j'avais des dettes, on m'a demandé globalement si ça allait niveau financier parce que voilà j'aurais pu avoir effectivement des dettes ou être complètement même en interdit bancaire, parce qu'on peut s'endetter lourdement. Bon, c'était pas le cas, donc j'ai pas eu de problème forcément à évoquer tout ça, mais c'est vrai que ça pourrait être, c'est pas inhabituel de rencontrer cette situation et en plus, c'est vrai que c'est déjà en fait, comment dire, la personne pourrait être amenée à voler, mais en fait, de toute façon, déjà, acheter, détenir de la drogue, la consommer, c'est illégal. Donc on est déjà toujours dans un contexte d'illégalité, en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu tangent. Il y a, disons que moi, en fait, finalement, il y avait plein de cas de figure qui me concernaient pas sur tout ce qui était précarité, logement, finance, tout ça, c'était pas le problème. Mais effectivement, je pense qu'il y a une certaine difficulté à aborder la question avec les gens. En plus, euh, l'aborder très bien, mais après, en fait, il faut quand même, euh, les gens vont être en attente d'une solution sur le sujet, en fait, et c'est pas forcément évident à trouver, en fait, quoi, parce que déjà, euh, par exemple, moi, quand je suis arrivée en XAPA, j'étais pas encore convaincue tout à fait de l'idée d'arrêter. J'ai encore eu quelques semaines de réflexion avant d'initier un traitement, et du coup, c'est pas forcément très clair que, si j'avais été endettée, tout ça, disons que j'aurais continué à creuser le déficit certainement. Disons que toutes les initiatives que le soignant peut avoir vont se heurter aussi à ce que la personne décide de faire à un moment. Parce qu'il faut qu'elle soit déjà dans l'optique de vouloir changer sa situation, euh, et de façon importante, parce qu'en fait, on peut avoir l'envie de changer sa situation, mais ne pas forcément tout de suite initier un arrêt complet, tout ça. C'est vraiment difficile d'apporter une amélioration totale, quoi, tout de suite, je veux dire. Parce que effectivement, on peut partir de situations extrêmement précaires et je pense que c'était pas mon cas. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de l'imaginer, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi j'étais très très abattue et très déprimée, et que par exemple, j'avais vraiment du mal à penser qu'on allait, je pensais même que ça arriverait jamais, qu'il y aurait pas de solution et que ça resterait comme ça longtemps. Qu'en fait, de toute façon, je sortirai jamais de ma dépression, de mon usage de drogue, tout ça. Donc, si en plus là-dessus se rajoute le fait de pas avoir de logement, de pas avoir de revenus ni rien, je pense que là, effectivement, ça devient vraiment complexe, en fait.
Justement, toi, dans ton expérience, Evan, ce genre de situation enfin, la précarité sociale, mais également le financement des consommations, c'est quoi les choses un petit peu typiques que tu peux voir, en fait? Alors, est-ce qu'il y a des choses typiques? C'est difficile. Dans les choses qui reviennent souvent, en tout cas, si on prend l'exemple de l'alcool, il n'est pas rare qu'il y ait eu des démêlés vis-à-vis du permis de conduire par le Ouais, passé ouais. ou actuel, qui peut être plus ou moins contraignant. J'ai par exemple reçu récemment quelqu'un qui travaillait en voiture et pour qui son permis venait d'être suspendu. Et, euh, et du coup, la question se posait, est-ce que mon employeur va me garder ou non maintenant que vu que j'aurais pas de permis pendant 6 mois, et donc impossibilité pour moi de travailler. Donc c'est une question qui, même sans aller jusqu'à des choses très graves, entre guillemets, peut déjà poser de nombreuses difficultés. Sur le plan social, les choses que je peux rencontrer et qui mettent assez rapidement en difficulté finalement, vu qu'on parle de soins, c'est une couverture santé incomplète, euh, avec des droits de sécurité sociale qui sont ouverts, mais on ne sait pas trop comment ils sont tenus finalement, et puis une absence de complémentaire santé, ce qu'on appelle la mutuelle, puisque finalement, ce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais quand les produits sont si présents, penser à autre chose, c'est compliqué, notamment réussir à faire des démarches qui sont déjà quand on a toute sa force mentale tournée vers là, c'est compliqué, je trouve. Alors, Oui. si en plus les produits viennent parasiter, c'est certain que c'est très complexe. Et, euh, et c'est là où moi je me retrouve assez rapide. Enfin, c'est là où je suis ravi d'avoir une collègue euh, à la fois très agréable et très compétente. C'est que très vite pouvoir avoir des soins, euh, et j'irais sur le plan financier du terme, pouvoir avoir des soins va être le nerf de la guerre dans cette situation souvent. En tout cas, ça m'arrive de plus en plus souvent qu'on m'oppose, oui, mes docteurs, je vais pas pouvoir payer ça ou je pourrais pas revenir parce que la consultation est trop chère, alors même que c'est une consultation d'hôpital, où donc il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de choses comme ça. Euh, c'est certain que là, voilà, c'est souvent un des premiers freins, et si j'avais pas cette collègue assistante de service social, je serais énormément en difficulté. Et la personne en face de moi, encore plus, bien évidemment. Oui. Donc c'est les points, c'est le point que je rencontre le plus, en effet, l'absence de couverture sociale. Euh, et, euh, et le permis qui a été suspendu, voire annulé. Euh, Plus rarement, il y a eu des peines de prison avec ou sans, enfin, ferme ou de sursis, mais qui ont, je trouve, moi en tout cas, j'y attache une importance moins grande euh, sur la peine en soi, plus sur ses conséquences à long terme, parce que finalement, moi qui ai eu de la prison il y a 5 ans, si maintenant la personne est bien insérée, ça m'intéresse peu, je trouve, personnellement. Oui. C'est de l'histoire ancienne, très bien, et ça va forcément laisser des traces sur la façon de penser, sur la psyché, sur ça laisse des marques d'aller en prison, mais c'est moins prégnant dans mon premier entretien et dans mes soins, je trouve, que s'il y a des dettes, en effet, ou pas de sécu, concrètement. Moi, Et, ouais, vas-y. enfin, voilà. Et, euh, et voilà, pour le point social, c'était vraiment ça, en effet. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler, mais je rebondis vraiment sur l'importance d'être entouré, et si je m'adresse peut-être plus à mes collègues qui seraient en libéral, ou dans les structures où il n'y a pas des centres de services sociaux dans le coin, il y a les centres de services sociaux, je dirais, communaux, de secteurs qui peuvent être de très bonne aide également. Même si ces personnes ont moins l'habitude de travailler dans la dictologie, ça peut quand même euh, apporter une grande aide sur le plan, en effet, avoir des aides pour un logement, avoir une ressource financière auquel je ne savais pas qu'elle existait. Ça m'est déjà arrivé par exemple cette semaine pour une personne jeune, euh, trop jeune pour le RSA par exemple, où du coup je j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait mettre en place. Et ma collègue assistante de service social a tout de suite pensé à telle ressource qu'on pourra mettre en place, et ça va beaucoup aider. Aussi dans le financement, alors enfin à nouveau, je maintiens que faire le premier entretien avec moi pareil, je fais pas le premier entretien sans l'assistante sociale du service, mais c'est vrai que dans le financement des consommations aussi, pour moi le problème, il y a en quoi le financement de ces consommations vont être un frein à l'arrêt. Je pense notamment au cas d'un usager que j'ai reçu cette semaine
qui est encore endetté vis-à-vis du milieu, qui a dû pour payer sa consommation vendre du produit et qui se retrouve avec encore des sommes considérables à rembourser à son grossiste. Et puis bah voilà, du coup pour pouvoir rembourser des sommes comme ça, il va falloir faire du deal. Si on fait du deal, c'est qu'on a du produit à disposition, et du coup, bah, si on a du produit à disposition, c'est qu'on va consommer. Puis ça, il y a déjà ce frein. Ou après aussi, bah, je pensais finalement à la situation d'une autre personne que j'ai pris en charge, qui finalement, pour financer ses consommations, est devenue travailleuse du sexe, et pour tolérer finalement le travail du sexe qu'elle vit extrêmement mal, bah, consomme par-dessus, et du coup, bah, pour arrêter, je veux dire, actuellement, il n'empêche que le travail du sexe, bah, c'est quand même ce qui lui permet d'être à l'équilibre financièrement, de fonctionner, puis c'est le milieu dans lequel elle fonctionne depuis une dizaine d'années, et bah, c'est très difficile de remettre en question l'un sans remettre en question l'autre, et puis en même temps, bah, c'est ce qui permet d'accéder à un certain équilibre actuellement. Donc, je trouve c'est toujours c'est important d'aborder cette question du financement, mais après c'est vrai que bah on se met assez vite face à d'autres difficultés. Puis après à nouveau, moi je pense que c'est aussi important. Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'en parler, puis ça c'est un droit aussi. Hein. Mais je dirais que c'est vraiment, je trouve en tout cas toujours la question du financement, je trouve que c'est toujours un moment très très riche pour mieux comprendre la complexité de la vie des personnes qu'on va prendre en charge. Complètement. Exemple, j'en ai parlé. Vraiment, les rares fois où j'en ai vraiment parlé, c'est des moments où je me suis fait arnaquer. Un moment où on m'a volé de l'argent beaucoup et ça m'a vraiment pénalisé parce que j'avais beau avoir un travail, il y a un moment en fait la consommation coûte cher et ça s'impacte forcément quand même. Et en fait, du coup, se faire voler par-dessus, ça devient compliqué. Et ou d'autres moments, en fait, j'en ai parlé aussi à ma psychologue parfois sur le côté un peu pesant des dealers quand on est une femme et de toujours ramener ça à la négociation sexuelle en fait. C'est forcément non, c'est pas la peine de payer. Moi, j'attends autre chose. Enfin, donc ça se comprend assez vite. Enfin, pareil, moi, je m'étais fixé comme règle de conduite de pas céder là-dessus. Donc forcément, à ce moment-là, je change de dealer. Mais encore faut-il avoir la possibilité de se permettre ça. Enfin, quand on est vraiment au pied du mur et tout ça, je sais pas. Enfin, quand on est en manque, tout ça, peut-être qu'on n'a pas envie de faire toute la ville pour trouver un autre dealer. Enfin, ou quand on n'a plus de ressources ni rien, peut-être que effectivement c'est plus simple de se dire bah cette fois au moins j'ai pas besoin de trouver d'argent et puis de toute façon c'est clair que c'est de l'abus de faiblesse en fait à un moment. Donc enfin c'est les consommations, oui, enfin payer sa consommation c'est souvent éclairant, mais je dirais plus dans les moments un peu négatifs en fait, les difficultés plus que les moments où on réussit à la payer en fait quoi. Alors moi, ce qui m'avait énormément interpellé aussi la dernière fois qu'on a parlé de ces questions de justement du harcèlement que tu peux recevoir, enfin subir de certains dealers, et puis tu disais oui, mais de toute façon quand on est une femme, on va vers le deep web pour se fournir des stupéfiants. Et c'est vrai que là, je dirais que mes deux neurones se sont touchés. Je me suis aperçu que les seules fois où je parle de deep web en consultation avec des usagers, en fait c'est surtout avec des usagères, et je me suis fait en tête les 5 personnes que j'ai eu à prendre en charge qui allaient énormément sur les endroits comme Silk Road, etc. Enfin je peux dire le nom parce que ça existe plus, mais à chaque fois en fait c'était des femmes. Puis sur le coup j'avais pas rupté, et c'est quand tu m'as dit mais oui mais en fait au moins le deep web, enfin voilà, personne ne sait qui je suis sur internet, et puis comme ça je suis en sécurité et je risque pas de me sentir en danger finalement avec la personne qui me vend le produit quoi. Ben, enfin moi je sais que c'est vraiment c'est venu d'un moment d'usure où je sais pas la même semaine j'ai eu plusieurs personnes distinctes. Enfin je vais pour demander bon c'est à combien il fait ses tarifs et ouais mais là j'ai pas besoin d'argent, je veux autre chose. Bah ouais mais en fait moi je veux vraiment payer en fait quoi. Et le mec changeait pas d'avis donc bon j'ai changé de personne mais en fait euh, j'imagine combien ça peut être usant pour des gens qui n'ont pas le recours de pouvoir aller sur le deep web, d'être confrontés à cette situation. Enfin, et puis parfois ça doit marcher parce que quand on n'a vraiment pas d'autre solution, ben on finit par céder en fait. Donc
Moi, je me sens vraiment privilégiée d'avoir pu m'en passer en fait, parce que je pense que c'est destructeur en fait de devoir céder à un chantage sexuel, quoi. Donc c'est vrai que le deep web, c'est quand même plutôt réconfortant en soi. Enfin, c'est vrai qu'il y a un court moment où le vendeur a mon adresse en fait, mais c'est dans son intérêt de la supprimer aussi après la transaction. Donc, et puis en fait, quand bien même, enfin, au moins, je suis à peu près sûre qu'il va pas venir jusque chez moi. Enfin, donc. Donc voilà, enfin, c'est pas aussi, on est moins confronté à des scénarios pénibles et glauques, quoi. Alors, sur les questions en tout cas de genre et de consommation, c'est vrai qu'en tout cas sur Twitter, on en a parlé justement en préparant cette émission. Enfin, pour moi, la personne que je trouve très intéressante à suivre sur le sujet, c'est du coup la docteure, chez moi on dirait la doctoresse Fatma Bouvet de la Maisonneuve, qui est présidente de Ouais. l'association Addictel, qui sensibilise notamment sur ces questions. Enfin, chers collègues, si vous m'entendez, je serais très honoré de pouvoir vous recevoir ici pour discuter de ces questions-là. Voilà, donc en tout cas, je dirais que c'est assez intéressant tout son travail. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, dans un futur, enfin on a pu en parler Hubris, il y a une autre usagère d'une autre substance qui sera présente dans un prochain épisode du podcast. Enfin, on se disait qu'on aimerait bien faire un épisode sur ces questions de genre et consommation, parce que c'est vrai que je trouve les ressentis sont complètement différents, avec l'impression aussi, moi je regardais sur la population qu'on prend en charge sur l'unité où je suis, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une différence, hein, en tout cas des grosses difficultés d'accès aux soins quand on n'est pas un homme. Finalement, les hommes, c'est, je dirais, 2 tiers des usagers, mais en même temps, ils représentent, en tout cas pour notre service, les 3 quarts des personnes qui accèdent aux soins. Je pense que ça veut bien dire que, effectivement, quand on n'est pas un homme, c'est, je pense, la vie dans le milieu doit être beaucoup plus compliquée, et l'accès aux soins aussi pose problème. Donc, je pense que c'est des questions que j'aimerais bien qu'on puisse aborder ici. Peut-être le dernier point aussi que je voulais aborder sur justement ce début de traitement, hein, puisque lors d'un premier entretien, j'entends avec Evan, il va peut-être y avoir l'introduction d'un traitement. La question, j'y pense, et ça s'est posé pour moi pas plus tard que cette semaine, j'étais d'astreinte et l'interne à l'hôpital sur place m'appelle parce que une personne revient de fugue, a consommé de l'héroïne à l'extérieur et arrive à l'hôpital et demande son traitement de substitution, traitement agoniste opioïde. Et l'interne au téléphone, ne sachant probablement pas qu'il avait un addictologue au téléphone pour le superviser, me dit oui mais vous vous rendez compte, telle personne on peut pas lui faire, elle dit qu'elle a pas consommé, mais moi je lui fais pas confiance, etc. Puis bon voilà, donc du coup on a pris un petit time out pour refaire les bases de l'accès aux soins, tout d'abord ne pas nuire, mais en même temps respecter les droits humains fondamentaux, etc. Donc il y a eu un recadrage sérieux. Mais c'est vrai que je m'aperçois, voilà, pour des gens qui sont hors milieu spécialisé, donc c'est-à-dire ni concernés autant côté soignant que côté soigné, la question de la confiance. Puis après, finalement, c'était ce à quoi me renvoyait cet interne, c'est mais vous, pourquoi vous décidez de faire confiance, etc. Puis j'étais assez mal pris parce que je pense, se faire confiance, je pense qu'il y a une grosse question de feeling. Mais j'aurais bien aimé avoir votre point de vue à tous les deux sur comment on décide qu'on va faire confiance à la personne en face de nous, puis surtout sur quoi on peut se faire confiance. La confiance en général, je pense que c'est assez flou, mais pourquoi est-ce que sur cette question de traitement, on va décider ou pas de se faire confiance? Moi, je me demandais, déjà pour toi Hubris, même si je t'ai beaucoup sollicité pendant cet épisode, à quel moment toi tu décides que tu vas faire confiance aux soignants en face? En fait, moi, c'est vraiment venu, si je me base sur mes dernières expériences avec les médecins, enfin, avec les fois où j'ai pas fait confiance et les fois où j'ai fait confiance, c'est quand même basé sur vraiment une certaine bienveillance et l'absence de jugement. Après, l'absence de jugement, ça veut pas dire qu'il faut ignorer les conséquences que ça peut avoir. Je demande pas aux gens de me dépeindre un truc complètement faux en me disant que c'est bien de prendre de la drogue, que y aura pas de problème, tout ça. Enfin, c'est juste que le chef de service du XAPA là, ça avait été juste bloquant pour ma prise en charge, quoi, par exemple.
Donc l'absence de jugement, je trouve ça vraiment important parce que en fait, ça amène une certaine décontraction dans les échanges et je trouve qu'on est plus, en tout cas moi, je me sens plus encline à être transparente sur ce que je fais, ce que je prends, tout ça. Si j'ai pas l'impression que je vais aller au tribunal après et être crucifiée pour avoir eu une sortie de route, quoi. Oui, c'est ça, peut-être de D'ailleurs, en fait, clarifier c'est ça, c'est rappeler peut-être aussi la base du secret médical, quoi. Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on viendrait à rompre le secret médical? Peut-être de rappeler ça, ça peut être utile, du coup, en première consultation pour quelqu'un qui vient justement, comme tu disais un peu plus tôt, parler d'une activité illégale, quoi. c'est ça. Et en fait, je sais que par exemple, finalement, je me suis aperçue que euh, là, dans mes derniers échanges, comme mon addicto, ça se passe bien. Les fois où j'ai eu un écart de consommation, tout ça, il y a longtemps maintenant, en fait, je lui ai toujours dit parce que je me sentais pas jugée et du coup, en fait, finalement, la personne qui était la plus sévère avec moi, c'était moi-même. Moi, je sais que ma généraliste, mon addictologue, ma psychologue était moins sévère avec moi sur mes écarts que je ne pouvais l'être, en fait, quoi. D'accord. Parce que finalement, en fait, ben, je sais pas, j'avais sans doute aussi plus d'attentes, mais au moins cette bienveillance, tout ça, le fait de pas surrajouter à ce que je pouvais éprouver, ça m'a vraiment tranquillisée et ça m'a conforté dans le fait que je pouvais faire confiance et que du coup, en fait, qu'il n'y avait pas de choses à cacher, en fait, quoi. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, en fait, le problème, c'est que si on s'inscrit dans une relation où on va se cacher des choses, ben, en fait, on n'a pas fait pas toute l'entièreté du chemin, en fait, dans la relation. Parce que finalement, on peut se mettre en danger et le soignant ne le sait pas. Euh, on peut éprouver des difficultés sur un sujet donné et comme le soignant le sait pas, il peut pas nous aider alors que ça pourrait peut-être être très simple. Voilà, enfin, moi je sais que souvent on me disait que la rechute faisait partie de la guérison et je me disais mais en fait à quoi ça sert alors enfin si enfin et bon bah maintenant en fait c'est vrai que quelque part je me rends compte que ok il y a eu des écarts à un moment mais en fait en réalité euh, j'ai mis du temps à l'intégrer, mais les médecins me disaient ou ma psychologue me disait oui, mais c'est une fois vous allez consommer dans la semaine là par exemple une fois, alors qu'avant c'était tous les jours. Enfin donc quelque part on gagne quand même quoi et ça avance petit à petit en fait quoi. Et donc j'ai mis du temps à intégrer tout ça, mais effectivement, enfin je pense que avoir une relation de confiance, c'est quand même quelque chose de très important pour le succès un peu de la, enfin, de la relation thérapeutique. Et en plus, enfin, ça amène vraiment beaucoup plus de transparence à mon sens, quoi. Moi, franchement, j'ai pas d'état d'âme, enfin, j'ai pas de réticence à dire les choses parce que je me sens pas jugée, ce qui a été le cas auparavant. Et du coup, moi, ça me fermait complètement. Donc Euh, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment pour moi le critère principal, quoi. L'absence de jugement, de mépris, tout ça en fait, quoi. Enfin tout ce qui va être très négatif et qu'on peut percevoir directement en fait. Euh, Ça compte. En t'écoutant, en fait, je me dis, en fait, c'est ça, il suffit de se comporter comme un humain à peu près décent en face de la personne qui vient nous rendre visite, puis en fait, ça se passe bien, quoi. Ouais, parce que par exemple, enfin moi je sais que le XAPA où j'allais, maintenant c'est moins le cas, mais enfin c'est pas du tout le cas d'ailleurs, mais le XAPA où j'allais, je devais faire des tests urinaires tout le temps. Et en fait, on a, enfin, comme j'étais assez transparente, même si j'avais pas encore tout à fait confiance en eux, pourtant, je m'étais dit que bon, autant être transparente. Et le premier médecin que j'avais en XAPA, j'étais un peu réticente, mais c'était pas le chef de service, donc ça allait. Et en fait, enfin, si j'avais un écart, je le disais même avant de faire le test. Donc ils se sentaient pas, enfin, du coup, les jours où je pouvais pas le faire et tout ça, ils étaient pas inquiets. Enfin, ils savaient que j'avais dit, enfin,
je m'en cachais pas d'ailleurs si j'avais consommé et que je pouvais pas faire le test pour une raison ou une autre. Enfin, comme je leur avais dit, de toute façon, voilà. Enfin, il n'y avait pas de mystère particulier, mais c'est vrai que ça change un peu les choses parce qu'on n'est plus dans un registre punitif en fait, quoi, et de contrôle en fait. On n'est plus obligé de contrôler tout le temps. Enfin, c'est quand même quelque chose d'un peu infantilisant de se sentir tout le temps contrôlé parce que on va dire quelque chose, mais en fait, on va quand même faire le test urinaire pour contrôler que ce qu'on dit est vrai. Et là, en fait, cette confiance qui fait qu'on ne contrôle plus tout ça, c'est plutôt agréable en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que voilà, enfin, oui, c'est des trucs, c'est du comportement d'humains normaux en fait, quoi. C'est, enfin, c'est bête à dire, mais voilà, se montrer bienveillant et ne pas juger négativement les gens a priori, en fait, c'est un comportement qu'on peut qualifier de normal, mais en fait qui change un peu tout, quoi. Ouais. Alors, merci en tout cas pour à nouveau ta sincérité. Puis toi, de ton côté, Evan, enfin, à quel moment tu décides de faire confiance à la personne qui vient te consulter? Alors, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu quand tu dis cet interne qui pose la question, quand est-ce qu'on fait confiance? Finalement, alors c'est peut-être parce que je suis candide, ingénu ou que je vis dans un monde parfait, je sais pas. Mais ma vision là-dessus, c'est que je fais tout le temps confiance. Je pars du principe que la personne en face de moi ne me ment pas. Et dans l'idée, alors je pense, je dis pas comme ça peut faire croire que c'est ce que je pense que tu fais, ce qui n'est c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis médecin, je suis pas juge, je suis pas flic. C'est pas à moi, j'ai pas été formé pour et c'est pas mon métier de savoir si la personne en face de moi, elle me ment ou pas. Donc je pars du principe que mon métier, c'est de croire la personne que j'ai en face de moi. Et, euh, et ça, alors ça me simplifie vachement la vie, peut-être par rapport à ceux qui doutent tout le temps, mais je pense que ça simplifie surtout les soins parce que j'ai pas, vu que je me pose pas cette question, je- on avance ensemble. Euh, et quand on me dit oui, mais imagine cette personne, t'as la méthadone que tu lui prescris, elle la prend pas, elle la revend. Et en général, à ce moment-là, je lance un provocateur encore que. Et alors, si cette personne, la méthadone que je lui ai prescrit, elle la revend, ben, au moins je l'ai aidé parce que cet argent va lui servir à quelque chose, à pas avoir à faire à se vendre ou à voler. Cet argent a été une ressource financière pour acheter du produit de façon peut-être moins illégale. Donc, j'ai quand même aidé cette personne. Et puis, ça a quand même été un contact éthyologique. Ça a quand même été un moment où on a pu parler ensemble, faire un abord médical, faire un abord social, parler de réduction des risques, montrer que justement, le jour où cette personne sera prête, eh ben, on sera là. Euh, et au moins, ça a été un temps de soin. Et donc, tant qu'on le fait sans mettre en danger la personne, donc médicalement en se mettant en sûreté, en risquant pas l'overdose ou autre chose, je pars du principe que bah, moi, je dois croire. Donc, je me pose pas la question quand est-ce que je fais confiance. Je fais confiance dès la première consultation. Et pour rebondir sur la question des toxiques, de la recherche urinaire de toxiques, pardon, que mentionnait Ubris, finalement, personnellement, j'en fais qu'un seul. C'est le jour où j'initie le traitement. Et la raison, elle n'est pas de savoir si ou non il y a eu des opioïdes. Ça, moi, je m'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas de savoir est-ce que la personne m'a menti quand elle m'a dit qu'elle prend de l'héroïne et qu'elle va pas juste revendre ma méta. La question, c'est de le faire en sécurité médicalement parlant. C'est-à-dire que si je prescris un opioïde, je vais pas induire une dépendance physique chez une personne qui n'avait pas d'addiction à des opioïdes et donc pas de dépendance des opioïdes, et je vais pas induire d'overdose. Et tant que j'en suis là, après moi, la recherche urinaire de toxiques, elle me sert plus à rien, donc j'arrête de la faire. Et je pars du principe que je crois à la personne. Et justement, je le présente en général à la personne que j'ai en face de moi. Je mets très en avant le côté secret professionnel, en effet. Je le dis souvent clairement, ce qui se passe dans ce bureau restera dans ce bureau, ne sortira jamais. Éventuellement, si ça doit filtrer, c'est vers un autre collègue si un jour je ne suis pas là et vous avez besoin d'aide alors que je ne suis pas là. Et j'apporte une certaine, j'espère, transparence, ou quand j'ai un doute, quand je ne sais pas, je le dis, je le montre, je le cache pas, puisqu'on travaille ensemble. Et souvent, je dis en effet qu'on travaille ensemble et bah, pour qu'on travaille ensemble, il faut qu'on n'hésite pas à se dire. Et moi, je vous dirai quand j'ai un doute et vous me direz quand ça va pas et on avancera comme ça. Donc voilà. Pour répondre à quand est-ce que je fais confiance, dès le début et jusqu'à la fin.
Alors moi je mettrais quand même il y a quand même des fois le coup de couteau dans le dos. Enfin, c'est vrai que moi, je dirais, Ouais. j'avais une attitude assez similaire à la tienne, de dire, enfin, effectivement, c'est oui, tel patient, je suis sûr qu'il revend sa méta, etc. Oui, bah, et alors, enfin, de toute façon, voilà, s'il revend, c'est que financièrement ça va pas, et si ça va pas financièrement, à voir, il vient en consultation parce que financièrement ça va pas pour payer ses consommations. Donc, enfin, je veux dire, voilà, j'ai aucun problème avec ça. Après, c'est vrai, c'est comme tu dis, c'est à l'arrivée dans le service, enfin, et ça c'est un peu pareil partout dans le monde, avant la première remise de traitement, on fait cette prise urinaire pour vérifier qu'il y a bien du produit à bord, dans le sens qu'effectivement on risque de tuer la personne, parce qu'en fait les doses d'introduction de traitement agoniste opioïde, de traitement de substitution, sont des doses létales pour un individu naïf. Donc je pense l'idée c'est de vérifier avant la première prise que effectivement on n'est pas face à un sujet naïf, et puis aussi Ouais, en parce que fait, mon propos, c'était vraiment quand que ça passe, c'était à chaque alors fois que je ouais. m'y présentais, j'avais un contrôle. Oui, oui. Ouais. Non, mais En fait, ça j'entends que dans c'est- certains centres ils font ça, etc. Après voilà, on parce va que pas lancer la sinon qu'il y en ait SR. qu'une pour, Ouais. enfin celle-ci, je la conteste pas. Enfin, Oui. Oui, c'est oui. mieux effectivement de pas tuer les gens. Enfin, Alors c'est ça. ça me Mais paraît pas mal. Mais je dirais ça, pour moi ça a été, enfin, je trouvais ça un peu, à nouveau, je faisais ça juste en me disant, bah voilà, telle personne vient, elle est en manque, ça fait plusieurs jours qu'elle a pas consommé, je remets pas en question la dépendance parce que j'ai des critères francs, mais effectivement, il faut faire la prise d'urinaire pour vérifier que on n'est pas à distance d'un sevrage et on pourrait potentiellement tuer la personne. Mais c'est vrai que je me suis mis à être un peu méfiant du jour où, en fait, une personne que je recevais s'est carapaté en fait au moment de la prise urinaire, et puis il s'est trouvé que un autre usager du centre m'a dit ah bah tiens, un tel je le connais, il vend du produit à tel endroit de la ville, mais il est pas consommateur. Et en fait là je comprends que c'était quelqu'un qui venait pour du business, et puis cette personne n'était pas usagère, en tout cas pas d'opioïdes à la base. Puis ça, c'est le jour où je me suis dit que effectivement je suis ingénu, mais malheureusement, dans la réalité, il y aura toujours une ou deux personnes dans le lot qui peuvent, enfin, justement, être mal intentionnées. Puis je me dis que, à nouveau, c'est la discussion que j'ai eue après avec cet usager qui m'a averti, puis qui m'a dit pourquoi l'autre était venu. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que en fait c'est pas mon ego qui doit se sentir blessé dans ce moment-là, mais c'est aussi que finalement en tant que soignant, on doit aussi assurer la sécurité du groupe, des gens qui viennent en tout cas bénéficier de nos soins, et que bah je dirais que ces personnes c'est des personnes vulnérables, et typiquement ce qui s'est passé après le premier épisode de l'émission où dans TDM Hubris il y a quelqu'un qui débarque. Puis ça je dirais que c'est la partie où pour moi maintenant finalement s'il y a un moment où je dois me méfier de quelqu'un, c'est effectivement quand il y aura des histoires de business, et puis surtout quand une personne pourrait profiter de la vulnérabilité des autres personnes que je prends en charge. Je dirais que c'est là où pour moi maintenant je mets quand même, après avoir eu 2-3 expériences un peu malheureuses avec des revendeurs, où là finalement maintenant la méfiance que j'ai c'est clairement pour protéger le reste du groupe, quoi. Mais voilà, Je enfin me permets. ouais. Ouais. Non, pardon, je vais juste rebondir. En effet, j'ai parlé dans consultation où les seules personnes qui entrent en compte, c'est la personne en face de moi et moi. C'est vrai que dans le service où les gens sont hospitalisés, c'est très différent. En effet, j'ai pas eu ça en tête parce que j'y passe moins de temps qu'en consultation, mais oui, en effet, autant pour moi. Alors, on est déjà à plus d'1 heure d'émission, on a énormément de sujets qu'on a pu aborder. Enfin, c'est vrai qu'en préparant l'épisode, il y avait 2-3 autres thèmes qui nous intéressaient, les soins sous contrainte, l'hôpital justement, mais ça je me dis que c'est histoire d'avoir le temps de repenser un petit peu à ce qui s'est dit dans cet épisode, et puis de mieux préparer du coup une discussion sur ces thèmes, bah je vais choisir volontairement de dire qu'on les réabordera dans un autre épisode du podcast. Maintenant, j'aimerais bien passer du coup à la dernière partie de l'émission. Avant ça, avant qu'on passe à un petit moment hors substance et comportement à risque, je sais pas si, avant de clore le chapitre de ce témoignage, il y avait pour l'un ou l'autre l'envie d'aborder rapidement une question vous trouvez qui aurait pu être négligée lors de cet épisode. En particulier, Non, si ce non. n'est, enfin, d'insister sur le fait de, franchement, enfin, maintenant, avec le recul, je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler à des soignants de sa consommation, tout ça, parce que ça peut quand même amener à changer, ne serait-ce que même sans vouloir arrêter, au moins ça peut
amener des solutions de réduction des risques, ce qui est pas négligeable. Et du coup, je pense que c'est vraiment bien, que ce soit en milieu spécialisé ou médecin généraliste. Enfin, disons que moi, ça s'avérait plus positif que négatif, donc je pense que c'est plutôt quelque chose de bien. Merci pour ce retour et ces encouragements. Effectivement, je pense, et c'était à nouveau un peu tout le propos de l'épisode, hein, de dire c'est plus complexe que juste un comportement à risque, et que effectivement c'est pas parce que la personne en face de nous est pas référente de ces questions-là qu'elle va pas avoir une attention particulière à l'un ou l'autre des problèmes. Je pense qu'on a suffisamment parlé des problèmes sociaux qui peuvent découler des consommations, mais également des problèmes médico-chirurgicaux. Enfin voilà, effectivement, hein, n'hésitez pas à en parler avec, mais là par contre la nuance, une personne en qui vous avez confiance. Voilà pour ce chapitre. Du coup, avant qu'on se quitte, comme la dernière fois, j'aimerais bien que l'un ou l'autre vous puissiez partager un bien de culture que vous avez, que vous recommandez aux personnes qui nous écoutent. Peut-être Evan pour commencer. Je sais que c'était ce qui te stressait le plus pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce que je vais bien pouvoir recommander à la fin. Vas-y, un jeu vidéo, livre, BD, podcast. J'ai fini par trouver j'ai fini par trouver et je voudrais vous parler du coup d'une série, enfin vous proposer de la regarder, qui est une série qui moi a été très feel good pour moi. C'est, je vais tenter de la faire avec un bon accent, c'est Good Omens, donc de bons présages en français dans le texte. Donc une série adaptée du roman du même nom, coécrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman, sans doute. Je manque à tous mes obligations. Je cherche en même temps en direct. Nous découvrons en même temps que vous les images. Neil Gaiman et Terry Pratchett pour le livre, et donc qui a été adapté en 2019. Une série à l'anglaise, donc au vu des auteurs et de la réalisation de la série, où en fait il s'agit d'un ange et d'un démon envoyés sur Terre initialement, histoire de tirer chacun l'accord de leur côté. Il va leur arriver des péripéties qui peut-être pourraient les rapprocher plus que ce qu'il faudrait. C'est très drôle, un humour assez british qui moi me touche beaucoup, fonctionne bien sur moi. Et l'autre chose qui fonctionne bien sur moi, c'est David les acteurs. Tennant. Exactement, les acteurs qui jouent l'ange et le démon, donc respectivement Michael Sheen et David Tennant. Alors au départ, je l'ai regardé pour David Tennant, et ça m'a permis de découvrir l'univers de Pratchett, et je me suis lancé dans le Disque Monde ensuite, et ça m'a aussi permis de découvrir Michael Sheen, et leur duo fonctionne très très bien. Les fanfics qui les mettent plus ensemble que ce que c'est déjà le cas dans la série pullulent sur internet, et c'est juste génialissime de voir David Tennant en démon, méchant mais pas tant que ça. Alors effectivement, moi j'ai surtout dans ma TL, j'ai vu passer beaucoup de fanfics pour après comprendre que c'était en fait une série inspirée d'un livre. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une très très grosse communauté de fans autour de cette série. Et j'en fais partie. Voilà, cette série se regarde bien, elle se trouve assez facilement sur les internets. Je crois que c'est les canaux légaux pour l'obtenir, c'est Amazon Prime. Mais qui est bien sûr le canal sur lequel tu l'as regardé. Hein, bien évidemment. Quel autre canal voudrais-tu que j'utilise 10 épisodes qui durent 1 heure à vue de nez. Et je me permets du coup de rebondir sur une découverte plus récemment que j'ai fait grâce à ma chère et tendre. C'est la mini-série Staged, donc Staged en bon français, qui est en fait qui a été tournée pendant les confinements. On retrouve Michael Sheen, David Tennant et leurs familles respectives derrière des webcams en train de vivre le confinement à leur façon, et l'humour est très similaire. Donc si vous avez aimé Good Omens, poursuivez avec Staged, qui est par contre bien plus difficile à trouver en France pour le coup. Alors du coup je note. Enfin c'est je pense une motivation en plus pour me décider à enfin regarder cette série. Enfin merci pour le conseil. Et puis Hubris, alors tu as le droit de conseiller un autre livre de Guy Delisle qui est vraiment excellent, mais je sais pas si tu avais autre chose à partager avec nous aujourd'hui. Oui, plutôt un jeu vidéo aujourd'hui. J'ai terminé la partie 1 de Final Fantasy VII, le remake. Moi, j'avais adoré le Final Fantasy VII première version qui était paru en 1997, où j'étais adolescente en fait, et ça avait été vraiment une découverte totale. Et en fait, quand le remake a été annoncé, j'ai acheté la console exprès pour pouvoir y jouer. Bon, malheureusement, il a été repoussé de 3 ans facilement,
Donc bon, j'ai joué à d'autres jeux en attendant, mais je l'ai attendu longtemps. Là, j'ai fini en fait la première partie et bon, j'avoue que j'ai été quand même, je savais pas que c'était en 2 parties, alors j'ai l'impression d'avoir été un peu flouée. Mais bon, bah du coup maintenant, il faut que j'attende la deuxième partie. Mais en tout cas, la première partie, je dois admettre que bah il est quand même assez somptueux et c'était quand même pour moi assez émouvant de retrouver l'histoire et les personnages qui m'avaient tant plu il y a, je sais pas, 20 ans peut-être maintenant, je sais pas, un peu plus peut-être même. Donc c'est quand même touchant. Alors, je n'ai pas fait le premier Final Fantasy, même si voilà, je vois un peu les personnages, je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Sephiroth qui est pas gentil. C'est ça. Voilà, Ça. j'ai très mal résumé. Comment c'est un Voilà. peu plus que complexe. Mais... Vous avez le droit de lâcher un OK boomer après. Mais du coup, je me demandais, voilà, pour les gens qui n'ont pas vécu la hype justement fin des années 90, début des années 2000, moi je me sens pas de me lancer dans un gigantesque JRPG, mais on m'a dit que effectivement le remake était un peu plus tonique. Enfin, est-ce qu'on est plus dans quelque chose d'un action RPG comme un Zelda ou non, faut quand même se préparer à de très très longues heures de jeu pour pouvoir farmer et puis avancer dans le jeu. En fait, j'ai pas mis très très longtemps pour faire cette partie 1, alors qu'en fait, effectivement, en 97, j'avais été j'étais puriste, hein, je faisais les trucs annexes, tout ça, je me baladais sur la carte pendant des heures, enfin. Et en plus, ce qui était troublant, c'est que on rencontrait des ennemis perpétuellement, toutes les secondes, donc fallait lancer un combat, machin. Là, dans la partie 1, c'est beaucoup plus mesuré, la rencontre d'ennemis, donc c'est un peu moins chronophage. Et en plus, déjà, les sauvegardes sont... Il y avait des points de sauvegarde dans la première version, alors que là, on peut sauvegarder un peu n'importe quand. Ce qui du coup est quand même un peu libérateur, puisque je me souviens de soirées où je jouais avec mon frère et en fait on comptait aller dormir et puis en fait on trouvait pas de point de sauvegarde, donc c'est horrible parce que plus l'heure avance, plus on est fatigué, mais en même temps on n'a pas envie de perdre toute la partie. Donc c'est vraiment, enfin les jeux comme ça c'est toujours un petit peu piège. Compliqué. Et là au moins on peut sauvegarder comme on veut. Mais en tout cas l'histoire a été à la fois c'est plus tonique, mais en même temps disons je pense qu'ils ont coupé un peu les longueurs, quoi. Enfin, les combats, tout ça, pour vraiment se concentrer sur le scénario. Donc, qui quand même au départ, on a, enfin, le personnage principal intègre un groupe de terroristes, on va dire, en fait, qui sont préoccupés par l'exploitation des ressources de la terre et du coup en fait l'épuisement de ces ressources, et donc veulent attaquer la société qui est à l'origine de cela en fait. Et finalement cette première attaque va faire rejaillir toute une histoire antérieure. Enfin on s'apercevra que le passé du personnage principal amène vers une quête encore plus complexe, quoi. D'accord, donc je pense que du coup, je note que enfin, il y en a certains qui ont la pile de livres à côté du lit. Moi, j'ai aussi la pile de jeux vidéo que va falloir que je me décide à faire. Donc effectivement, je pense qu'il va rejoindre la collection de jeux à faire. Merci pour ce conseil. Pour ma part, je l'avais pas fait au premier épisode, mais je le fais aujourd'hui. Je conseille en tout cas l'émission et podcast Tataki, comme la denrée alimentaire, qui est fait par la radio-télévision suisse, la RTS. Je mettrai le lien en description. Ils ont une série, dans Tataki, qui s'appelle Flashback. Et justement, l'épisode qui est sorti cette semaine s'intéresse justement à la culture de la drogue dans le milieu du rap, avec la discrépance entre ce qui est annoncé dans la chanson puis la réalité de la vie des artistes. Et puis notamment il y avait une question avec elle faisait la présentatrice faisait l'inventaire des décès en lien avec des opioïdes, puis c'est là qu'on s'aperçoit que dans le milieu du rap aux USA il y a quand même toute une question autour. Alors c'est le purple drink, hein, donc mélange codéine, Purple drink, ouais c'est ça, avec alors qu'ils appellent la ligne là-dedans, mais c'est ce mélange avec du soda et puis des opioïdes, promethazine et opioïdes, c'est je ça, crois. ouais. Et du coup voilà, elle fait un peu une rétrospective là-dessus, donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parcours Stup. Je vous dis
À bientôt. En tout cas, merci encore à Hubris et Evan de s'être prêtés au jeu. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter à nouveau tous les trois. Et je vous dis donc à bientôt dans un nouvel épisode de Parcours Stup. Bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.